Donc pour vous redonner un petit peu le contexte dans lequel ce panel s'engage, journalisme et IA, enjeux et opportunités de l'intelligence artificielle en Tunisie. Alors vous le savez, en fait, l'intelligence artificielle est amenée à transformer assez radicalement et durablement la façon dont l'information est produite, distribuée et valorisée à travers le monde, ici en Tunisie et bien ailleurs évidemment, bousculée un petit peu par la révolution numérique et l'expansion des réseaux sociaux, précarisée et en proie à une crise de confiance des différents publics. Le secteur médiatique entre dans une nouvelle ère qui est caractérisée par autant d'opportunités que de défis. Alors, l'accélération des usages de l'IA dans la sphère informationnelle nous conduit bien évidemment à réfléchir à son impact sur l'organisation du secteur médiatique, le besoin de régulation, les défis éthiques et juridiques, les risques d'une transformation non maîtrisée, et puis le modèle économique bien évidemment des médias face au bouleversement de l'IA, les questions de formation, d'acculturation, les espaces d'innovation et d'expérimentation, bref, il y a tout un ensemble de questions qu'on va devoir se poser et naturellement l'impératif d'une réponse coordonnée et collective dans un écosystème médiatique à la fois vulnérable et résilient. Alors pour ça, on accueille sur ce panel bien évidemment plusieurs intervenants. Alors je vais commencer à ma gauche, donc Sahar Meshri, qui est directrice exécutive du magazine Manager, qui va nous expliquer, enfin nous parler un petit peu de l'IA au service du journalisme économique et de la prise de décision. On évoquera évidemment avec Maïssa Sandli l'IA au service d'un média indépendant centré davantage sur l'écologie, si je comprends bien. Avec Mahmoud El-Goul, on verra donc qui est journaliste et cofondateur du média L'Instant M. On va évidemment parler de l'intelligence au service des communautés et du développement des médias. Et puis, on parlera évidemment avec Ayman Zagdoudi, qui est professeur en droit public à l'IPSI. On va parler des grands défis d'un point de vue juridique et éthique de l'usage des médias, de l'IA dans les médias. Donc, ça nous paraît, ça va être un grand programme. La première question que j'ai envie de poser, alors peut-être ça sera une question déjà à Sahar et Maïssa, en termes d'implémentation de l'IA dans les rédactions. Quel est l'enjeu aujourd'hui pour vous en tant que directrice de Manager et puis bien évidemment CEO du média Blue Tunisia, Blue TN, voilà. Quels sont les grands défis là que vous voyez venir par rapport à l'implémentation de ces outils d'IA et puis l'arrivée de l'IA tout simplement dans le paysage médiatique? Sahar, peut-être que tu veux commencer? Merci beaucoup pour la question, Gérald, et merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation. Merci Virginie. Donc voilà, la question, elle se pose tous les jours dans les rédactions. En fait, je pense que pendant le Covid, si j'ai bien eu une intuition, c'est que vraiment, on s'est rendu compte que la technologie va être un petit peu ossature du secteur qu'un média et que les facteurs de succès ou de réussite dans le secteur ont changé et bien évidemment l'IA va changer, va changer tout le mode de fonctionnement comme tu as dit. Donc que ce soit les produits, que ce soit le mode de fonctionnement dans la rédaction et que ce soit le business model. Alors les défis, le défi numéro 1, je dirais, c'est les compétences. Donc il faut bien avoir dans l'équipe, à la rédaction, des gens qui savent manier les outils et qui comprennent ces LLM et tout ce monde-là. Le deuxième défi, c'est la data. Le deuxième défi, c'est-à-dire qu'on peut profiter réellement des bienfaits de l'intelligence artificielle que lorsque nous avons des données, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout que voilà, dans nos sites et nos journaux en ligne, il n'y a pas l'habitude, le consommateur n'a pas l'habitude de payer pour l'information, donc il ne s'enregistre pas de manière
spontané, où il y avait dans les traditions peu de canaux qui faisaient que le lecteur il s'enregistre, donc on peut le euh, traquer. Donc je pense que, et bien évidemment, la troisième, je rajouterai, il y a toujours une résistance au changement. Quand c'est des vieilles rédactions, c'est des rédactions qui ont enfin, fonctionné pendant des années dans un mode linéaire. Enfin, quand on arrive à leur dire que voilà, ça change et que le rôle du rédacteur en chef, il ne sera plus le même et on en parlera après pour comment ça change, ben, évidemment, c'est un changement qu'il faudra accompagner pour, enfin, nous, un petit peu, ça fait une année, on a recruté une personne qui se charge de la transformation IA. Et d'abord, au début, je ne savais même pas quel profil il fallait embaucher, mais après la fiche de poste, elle s'est éclaircie au bout de quelques mois. Et une de ses prérogatives, mis à part l'automatisation, bah, c'était un petit peu d'accompagner le personnel ou les collaborateurs à adopter le changement. Maïssa? Merci Gérald. Alors, il y a plusieurs enjeux ou bien risques et challenges qui se présentent par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les médias indépendants. Je vais parler de manière locale et après globale. Donc, sur le plan local, donc la première chose, c'est la question qui se pose, c'est le droit d'auteur. Aujourd'hui, un contenu qui est conçu par l'aide ou bien le soutien de l'intelligence artificielle ou par l'intelligence artificielle, c'est droit d'auteur de qui? C'est la propriété de qui? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la fine ligne d'éthique. Donc si, bon, nous, à BlueTN, la question ne se pose pas parce qu'on a une charte éthique et éditoriale bien stricte qui impose certaines règles à ne pas franchir. Que vous avez mis en place, que vous avez mis à jour avec l'arrivée de l'IA, ou elle était déjà précédemment Non, là? elle était déjà mise en place lors de la certification avec Reporters sans frontières pour l'acquisition de la certification de Journalism Trust Initiative qu'on a eu cette année. Donc, et tout le process qui a été mis en place de développement de BlueTN jusqu'aujourd'hui, parce que je porte aussi le chapeau de management, donc j'ai aussi cette expertise. Donc, le deuxième challenge, c'est le challenge de éthique. Le troisième challenge, je pense, qui se pose par rapport à nous, c'est en tant que média environnemental, la consommation de l'eau. Aujourd'hui, une IA, ça consomme de l'eau pour refroidir les data centers. Et aujourd'hui, on est dans un dilemme un peu à BlueTN. Est-ce que on peut utiliser l'intelligence artificielle, jusqu'à quand on peut utiliser et comment on va l'utiliser. Donc je pense que c'est avec beaucoup de modération on doit l'utiliser parce qu'aujourd'hui on sait que peut-être dans quelques années, pas aujourd'hui, la question se pose pas, mais dans quelques années il y aura une concurrence entre nous et l'intelligence artificielle sur les ressources en eau. Et la question commence déjà à se poser en Argentine en ce moment-là. Il y a Texas également aussi. Ouais, Enfin, il y a quelques jours, un contrat a été signé entre OpenAI et le gouvernement argentin pour l'installation des data centers en Argentine, un pays qui souffre déjà de la sécheresse. Et il y a aussi un quatrième challenge qui était par rapport... j'ai oublié. C'était par rapport donc l'éthique, la consommation de l'eau et la propriété intellectuelle. J'ai oublié le quatrième challenge. Ouais, c'est pas grave, on va y revenir. Mahmoud, peut-être que tu peux nous expliquer exactement, enfin nous éclairer un peu aussi, pareil, sur les challenges qu'il y a, que tu rencontres dans cette avec l'IA. Avec plaisir. Donc en fait, nous en tant que média à l'instant même, donc c'est un média numérique qui existe depuis 2015 maintenant. En fait, on a accepté l'avènement de l'IA en nous disant en fait qu'on va en profiter et on va essayer d'améliorer certains workflows dans notre rédaction en fait. Et on allait au-dessus de tout ça, c'est-à-dire on a créé carrément une charte d'éthique de l'usage de l'IA dans notre rédaction qui est disponible sur notre site. C'est la première étape pour instaurer une certaine confiance avec notre public déjà et nos lecteurs.
Et par la suite, notre lecture des choses, c'est qu'en fait, on ne peut pas nier la mutation des usages numériques. Aujourd'hui, les médias ont toujours fonctionné sous forme de clics, de requêtes sur Google. Ils ont toujours cherché à plaire aux moteurs de recherche et tout ça. Et ils ont continué dans ce volet-là, alors que là, on voit de nouvelles techniques de référencement qui sont le AIO, le GIO. Donc, c'est des nouvelles méthodes où on doit optimiser nos contenus pour que les intelligences artificielles puissent nous reconnaître et nous référencer, parce qu'il y a un autre travail de référencement avec eux. Et au-dessus de tout ça, donc, on s'est dit comment on peut utiliser cette technologie et créer une couche d'IA appliquée à notre propre média. Et là, donc, après cette lecture-là, on a développé un chatbot. Donc, le projet s'appelle M. Donc, c'est l'extension de M, c'est pas Mammouth, c'est pas ça. Donc, c'est M, on l'a baptisé M, parce qu'il peut se prononcer dans plusieurs langues, en plus c'est média. Et ce chatbot-là, il a été développé en RAG, c'est-à-dire qu'il ne délire pas, il est connecté à nos bases de données, et il fait dialoguer nos contenus avec nos utilisateurs. Donc là, on rentre dans l'ère du dialogue. Donc nous, en tant que médias, on est plus ou moins pionniers aujourd'hui dans ce volet-là. Il y a 2-3 médias dans le monde qui ont fait ça, comme le Washington Post, c'était juste pour activer les archives et tout. Nous, on va bien au-delà de ça, c'est-à-dire on a automatisé certains workflows. C'est-à-dire aujourd'hui, on arrive à capter les contributeurs, ceux qui veulent nous suggérer des idées de contenu, des événements. Et là, il y a une partie agent aussi dans notre chatbot qui récolte les données et qui les envoie aux services concernés. Il y a le volet recommandation d'articles suivant l'utilisateur et le parcours d'utilisateur sur notre site. Il y a le volet aussi business, parce qu'il faut penser business quand on est un média en vie de publicité, de collaboration et tout ça. Donc il y a le volet business où le chatbot répond à des demandes de collaboration en présentant le kit média, en présentant un peu les collaborations qui ont été faites. Et donc c'est un outil qui est complet, c'est un assistant éditorial intelligent qui permet en fait de faire muter l'usage et la relation avec nos lecteurs. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes utilisent de plus en plus ChatGPT, donc ils sont habitués à avoir une certaine plateforme. Et les médias, à un certain moment, ils vont arriver à un seuil où ils seront considérés comme vintage, un peu. Quand on arrive, on clique et tout ça, c'est un peu vintage. Donc il faut passer vraiment à l'ère du dialogue. Aujourd'hui, les gens veulent être compris, veulent dialoguer avec le contenu, veulent suggérer. Et on a fait une partie dashboard aussi à côté qui analyse en fait de manière très fine tous les dialogues. Donc là, à quoi ça nous aide? Ça nous aide à affiner nos contenus, à donner des suggestions à notre rédaction, à donner des suggestions à nos demandes en termes de collaboration et tout ça. Et ce modèle-là, il est duplicable dans tout notre écosystème, c'est-à-dire la culture, le tourisme, les institutions, l'éducation aussi. Donc c'est carrément un business model qui va jaillir de ce chatbot-là, qui va pouvoir être implémenté de manière sécurisée, parce que le serveur est propre à chaque structure, donc les données sont sécurisées. Et le dialogue en RAG, en fait, ne permet pas de délire comme ChatGPT, parce que les intelligences artificielles, aujourd'hui, elles sont généralistes. Nous, on propose vraiment une couche d'IA appliquée à des workflows et des domaines bien déterminés. Donc voilà comment on a répondu. Donc, nous, on se dit que c'est une opportunité comme jamais, parce qu'aujourd'hui, il faut démarrer, parce qu'ensuite, on sera dépassé. Et on essaie de se positionner directement sur ce volet pionnier pour qu'on puisse ensuite partager avec nos collaborateurs, nos amis médias et tout ça, ce savoir-faire-là, et d'essayer peut-être de créer un couloir pour les médias, justement, pour qu'ils puissent apprivoiser l'IA et être beaucoup plus compétitifs et beaucoup plus connectés à leurs lecteurs et développer en quelque sorte une nouvelle méthode d'engagement en fait sur le site. On reviendra plus en détail sur tout ça parce que ça a l'air extrêmement riche. On va revenir peut-être sur ce que tu voulais, sur le 4e point que tu as oublié, il n'y a pas de problème, avant de passer la parole à Ayman. C'est juste par rapport à le fait que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle a été entraînée par un humain, donc elle est en quelque sorte biaisée. Donc tout dépend de quel humain, de quel agenda politique cet humain qui a entraîné cette intelligence artificielle, et de fait que ça c'est un risque sur l'indépendance éditoriale d'un média indépendant. Donc je pense que l'utilisation d'une intelligence artificielle au sein d'un média indépendant ne doit pas, ou bien même si ça va rentrer un peu avec l'aspect éditorial, mais ça doit être limité quand il s'agit de l'orientation ou bien la ligne éditoriale d'un média.
Oui, c'est une proposition en fait d'une vision du monde qui est véhiculée à travers l'IA. Et effectivement, ça pose tout un tas de problématiques. Et Ayman, justement, tu es le spécialiste de cette question-là avec les questions juridiques. Et donc, il y a eu des points là qui ont été évoqués déjà sur la question de l'encadrement juridique, l'encadrement éthique. Toi, dans ton travail, ce que tu observes, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quel est le cadre un petit peu pour qu'on puisse avoir une idée déjà un petit peu dans quelle situation on se retrouve? On en avait parlé déjà à l'occasion d'un rapport qu'on avait rédigé, qu'on avait co-rédigé ensemble, mais je te laisse évoquer tout ça. Merci Gérald. Je suis très, très content d'être parmi vous. Également, je vous remercie pour avoir venu. Surtout que la présence est plus faible par rapport au panel précédent. Et peut-être C'est ça les meilleurs montre- qui sont là. oui, les meilleurs. Je vous remercie énormément. Mais ça montre également que le débat autour de l'intelligence artificielle est surtout concentré sur les aspects économiques plutôt que les aspects relatifs aux droits humains, à la liberté d'expression, à la liberté des médias, à la propriété intellectuelle, les données personnelles, la vie privée, etc., etc. Donc c'est très important de mentionner ce point, cet aspect, à savoir les droits humains par rapport à l'intelligence artificielle. Et du coup, quand on lit la stratégie nationale relative au numérique en Tunisie, on remarque la même chose. C'est-à-dire, il y a une concentration très forte sur les aspects économiques plutôt que des aspects relatifs aux droits humains. Donc, en Tunisie, on n'a pas, bien évidemment, un cadre juridique propre à l'intelligence artificielle. On peut même dire qu'il y a une absence d'un cadre relatif à l'intelligence artificielle, mais de l'autre côté, il y a des textes éparpillés qui pourraient être appliqués en cas de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Maïssa a mentionné la propriété intellectuelle. Il y a d'autres dispositions légales qui portent sur les contenus générés par l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle par rapport aux données personnelles. Donc, principalement, il y a trois catégories de textes juridiques en Tunisie. Il y a la loi de 2004 qui porte sur les données personnelles. Et donc, généralement, avec nos étudiants à l'IPSI, on essaie de leur expliquer que l'utilisation de l'intelligence artificielle devrait être faite de manière respectueuse aux données personnelles. On donne par exemple, surtout l'exemple, parfois les étudiants par exemple préparent un article ou bien donc un contenu écrit et ils demandent à l'intelligence artificielle de corriger ou bien de traduire ce contenu. Et parfois ce contenu contient je ne sais pas, des sources, des téléphones, des numéros de téléphone, etc. Donc, on essaie de leur expliquer qu'il faut être soucieux par rapport aux données personnelles. La seconde catégorie, c'est les lois relatives à la propriété intellectuelle. Donc, Maïs a mentionné la propriété intellectuelle. Je parle ici principalement de la loi de 94 sur la propriété intellectuelle, mais également et surtout le décret loi 54 dans son article 25 également, qui incrimine quelques violations de la propriété intellectuelle. Et la troisième catégorie, c'est par rapport au contenu. Par rapport au contenu, que ce soit discours de haine, des fausses nouvelles, diffamation, injures, etc. Donc il y a une multitude de textes juridiques en Tunisie qui pourraient être appliqués. Bien évidemment, on espère toujours que les tribunaux en Tunisie appliquent le décret loi 115 relatif à la liberté de presse, mais ce qui n'est pas le cas malheureusement. Donc il y a une forte tendance dans les tribunaux tunisiens d'appliquer surtout le décret loi 54 relatif aux crimes cybernétiques qui est, comme on le sait tous, un décret qui est en violation, c'est-à-dire contraire aux standards internationaux, à la Convention de Budapest, etc. Le dernier point, c'est par rapport peut-être aux bonnes pratiques journalistiques quand il s'agit de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un milieu professionnel. On a, dans l'étude que Gérald nous a parlé, on a essayé de s'inspirer des chartes éthiques du Conseil de presse français, belge, suisse, du Canada également. Donc il y a des bonnes pratiques qui pourraient nous protéger en tant que professionnels de médias
contre toute poursuite. Et là, je vais mentionner 3 exemples. Donc, la première, peut-être bonne pratique, c'est l'oversight, le contrôle éditorial humain. On a remarqué en Tunisie, parfois, il y a des médias qui utilisent l'intelligence artificielle, par exemple, pour traduire des textes. Et par la suite, on a trouvé beaucoup de fautes qui pourraient être parfois qualifiées comme étant peut-être de fausses nouvelles ou bien diffamation, etc. Donc, on a besoin toujours d'un contrôle éditorial humain sur le contenu généré par l'intelligence artificielle. La seconde bonne pratique, c'est la notification des publics. Donc, quand on génère un contenu, une photo, quelque chose comme ça, on doit notifier le public. C'est très important, ça. Et la troisième bonne pratique, c'est le respect des sources journalistiques. C'est une obligation déontologique, on doit protéger nos sources. Voilà. Alors justement, moi j'ai l'impression que à vous écouter, il y a plusieurs philosophies qui s'expriment là sur le plateau directement avec des degrés divers d'avancement en termes d'utilisation. Et alors, typiquement, on sait aussi que ces outils-là d'intelligence artificielle sont typiquement anglo-saxons. Moi, évidemment, je ne suis pas tunisien et donc justement, j'ai envie d'avoir un petit peu votre point de vue là-dessus. Quel est un peu l'approche que vous avez vis-à-vis justement d'une intelligence artificielle qui n'est pas spécifiquement adaptée aux Tunisiens ou alors à la culture tunisienne ou plus largement qui a un peu ce problème-là d'adaptation. Comment ça se passe, vous, pour adapter en fait l'outil à des besoins spécifiques locaux de vos lecteurs, de vos auditeurs, de vos spectateurs? Comment vous arrivez à réconcilier ça? Parce que dans d'autres parties du monde, c'est déjà assez compliqué. Moi, Maïssa. Moi, je vais partager une expérience. Je pense que c'est un point commun, un challenge commun entre tous les médias. Aujourd'hui, les captions, les sous-titres qu'on doit générer dans les vidéos, c'est une galère qui prend énormément de temps, énormément d'énergie, et c'est une tâche qui est très débile à mon avis. Donc, mais elle est nécessaire. Ton média est en et plusieurs en langues dialecte tunisien. Les vidéos sont en dialecte tunisien. Okay. Et sur le site, c'est en français et en anglais. Aujourd'hui aussi en arabe, il y a 3 langues. Mais pour les vidéos, on est obligé de faire les captions, les sous-titres, parce que aujourd'hui, on est arrivé au point que l'audience aujourd'hui, des fois, n'ouvre pas la vidéo, elle veut juste regarder les sous-titres. Donc, les sous-titres, évidemment, avec l'intelligence artificielle, on utilise le CapCut, c'est la plus... pour le moment, pour nous, la plus avancée par rapport à ça. Mais pour le dialecte tunisien, elle n'est pas optimisée. Pour le français, l'anglais, l'espagnol, d'autres langues, ça marche. Mais pour le dialecte tunisien, c'est pas très adapté. Donc, c'est un challenge pour nous d'adapter cette intelligence artificielle au dialecte tunisien. Mais il y a des outils qui ont été développés en Tunisie que nous avons adoptés aussi à Bluetain, notamment l'outil intelligence artificielle du média Intifada In-Depth, qui nous a aidé énormément à suivre l'audience, le comportement de l'audience et certains indicateurs qui sont faits sur mesure pour les médias et qui peuvent être adaptés selon la ligne éditoriale de chaque média. Donc, je pense que c'est le premier point qui arrive dont je pense. Peut-être mes collègues peuvent aussi partager d'autres challenges par rapport à l'inadaptation de l'intelligence artificielle au dialecte tunisien. Mais Mahmoud, oui, forcément... en fait, nous, on a pensé à cette problématique dès le départ, parce que pour avoir une IA tunisienne, il faut qu'elle sache comprendre la derja tunisienne. La derja tunisienne, c'est des écritures avec des chiffres et des lettres et tout ça. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est de rendre notre chatbot entraîné sur la derja tunisienne. Donc, pour être contextuel et local, en fait. On l'a entraîné aussi sur ce qu'on appelle la arabésie, c'est-à-dire parce que des Tunisiens parfois écrivent en derja tunisienne, mais c'est en arabe, tout en arabe. Et donc, français, anglais, c'est automatique. Donc, le challenge ici, on l'a relevé parce que le modèle aujourd'hui est capable de comprendre la derja. Donc, on se rapproche encore plus de notre audience et encore plus des jeunes tunisiens parce que le langage évolue d'une époque à l'autre.
Là, c'est beaucoup plus delja, anglicisé, c'est un mélange de langues. Et notre chatbot, il est entraîné sur ça. Donc, c'est la première chose qu'on a. Et il apprend au fur et à mesure Il apprend au fur et à mesure, exactement. Donc, plus il va dialoguer avec nos utilisateurs, plus il va comprendre encore plus la spécificité, la complexité de notre langue. Parce qu'on a une langue très, très complexe en delja tunisienne. Et on l'a directement, c'était une des priorités, c'est qu'il puisse comprendre localement. Parce que si après, on veut le proposer à d'autres pays où ils ont des cultures linguistiques locales et tout ça, c'est de montrer qu'on a ce savoir-faire. C'est le fait d'entraîner une IA sur le langage propre d'un pays, quoi. Très local. Donc, pour nous, pour les captions, nous, on est un média francophone. Donc, les captions, elles sont en français et tout ça. Mais par rapport au dialogue avec nos contenus, le chatbot, il est opérationnel pour la derja, l'arabaise et l'anglais, le français, il n'a pas de problème. D'accord. Sahar, tu as fait des tests déjà En fait, dans la rédaction? Nous, de la même manière, on est un média francophone. La question, elle s'est posée quand on allait interviewer des entrepreneurs qui étaient un petit peu, des small business dans les régions qui parlaient beaucoup plus un dialecte. Il fallait qu'on revoie les captions parce qu'également on a eu des surprises très sympathiques. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on fait. Ça arrive une fois, deux fois par semaine. La majorité de notre contenu, c'est un contenu qui est francophone. Maintenant, oui, il fallait un petit peu entraîner par rapport au contexte tunisien, pas la langue. Donc, c'est beaucoup plus par rapport à la sociologie d'un décideur, d'un cadre, d'un manager, d'un entrepreneur en Tunisie. Donc, c'est là où il fallait qu'on fasse un effort et qu'on fasse rentrer beaucoup d'informations. D'accord, donc tout ça, ça nécessite effectivement des outils, la disponibilité des outils, l'accès aux outils, la possibilité de les utiliser. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez vous rencontrez des barrières? Quelles seraient les solutions qui permettraient en fait de faciliter aussi peut-être soit une meilleure adoption ou alors une adoption plus intégrée avec les challenges qui sont les vôtres aujourd'hui? Quelles sont un peu ces difficultés? Peut-être Mahmoud, si tu veux commencer. Oui, en fait, d'abord, la première chose à laquelle on a pensé, d'une manière un peu patriote, c'est d'essayer de trouver un projet qui puisse retenir des développeurs. Parce qu'en Tunisie, on a d'excellents développeurs, ils sont tous en train de partir. Donc nous, dans notre vision de ce projet-là, c'est à l'avenir d'essayer de les garder parce que c'est eux, en fait, le moteur de chaque développement de solutions IA. Ils n'ont pas la vision business, ils n'ont pas la vision média, par exemple, dans notre cas, mais ils ont d'excellentes compétences. Donc, en fait, l'idée, c'est de trouver le bon développeur avec un bon profil qui aime bien le challenge et le faire rester d'abord, et le faire travailler sur des projets qui sont consistants pour le retenir, parce que les développeurs cherchent toujours les challenges, en fait. Donc pour ça, on a recruté, c'est-à-dire on a commencé par un PFE, on a recruté ensuite, on a travaillé sur ce projet-là, et ensuite on a aussi utilisé des outils, divers couches d'intelligence artificielle. Et ensuite pour les modèles, au départ on s'est orienté vers l'API de DeepSeek pour la forme de dialogue. Là on a comparé encore d'autres modèles parce que c'est en train d'évoluer à une vitesse exponentielle. Donc là on a encore changé d'API pour aller vers ChatGPT et OpenAI qui sont très très performants. Le problème qui peut se poser, c'est quand on a par exemple un taux de message élevé, et là, au détriment du contenu qu'on sponsorise généralement sur les réseaux sociaux et tout ça, la question qui va se poser à l'avenir, c'est combien de tokens on va pouvoir acheter pour avoir du dialogue. Et donc c'est le coût que l'opération représente. Mais le coût par rapport au business model et son évolution, il est encore très faible. Et il va encore s'affaiblir parce que l'IA va être de plus en plus intelligente. Et les API vont aussi devenir de moins en moins chers parce qu'il y aura plus d'offres. Donc si aujourd'hui on commence à les comprendre et comment ça fonctionne, à l'avenir on pourra choisir des outils, dans notre cas des outils qui sont de plus en plus moins coûteux et plus accessibles, et ça va nous permettre d'encore plus développer notre modèle. Donc au final les difficultés se trouvent aujourd'hui, il faut commencer, il faut mettre le pied à l'étrier, il faut se positionner. Et ensuite, les outils vont émerger
Et quand on est en RAG, justement, le terme RAG, c'est-à-dire il n'y a pas de délire d'IA, c'est-à-dire c'est connecté à notre base de données, à nos propres contenus, à notre propre ligne éditoriale. Le chatbot parle comme si je parlais, moi, si je faisais la promotion de notre média. Donc à ce moment-là, il n'y a pas réellement de grande barrière, quoi. La seule barrière qui peut se poser, c'est pas nous concernant nous, ce sera une barrière mondiale, ce sera de l'énergie, ce sera l'eau. Oui, c'est des externalités. Voilà, c'est des externalités, mais pour le moment, il faut y aller, quoi. D'accord, Maïssa. Pour nous, en fait, je vais parler justement des barrières économiques, parce que je pense qu'il y a une inégalité d'accès à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en Tunisie, il y a une réalité aussi pas tout le monde a accès à l'achat en euros ou bien en dollars ou bien autre monnaie que le dinar. Donc légalement, c'est pas possible. Pour nous, c'est pas un problème pour le moment parce qu'on est une entreprise, donc on a la possibilité de faire. Mais ça reste toujours pour une petite boîte comme BlueTN qui n'a pas beaucoup de ressources financières, c'est une barrière pour nous économique d'accéder à ces outils-là. Donc, et je pense que c'est une sorte d'inégalité d'accès à l'intelligence artificielle. Donc, pour nous, c'est la seule barrière par rapport à ça. Sarah, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Par rapport aux outils, je pense que c'est du test and learn. Nous, l'expérience qu'on avait fait pour automatiser, c'était, une fois comme on en a parlé, de comment on fait une automatisation d'un workflow éditorial, et on a commencé sur un pilote, un newsletter sur la durabilité d'ailleurs, donc qui est totalement automatisé. Et au départ, voilà, quel outil on va utiliser, il fallait qu'on essaye, enfin on les a essayés tous. L'argument de Mahmoud était aussi pertinent à un certain moment, est-ce que du make ou avec N8N, alors qu'il y avait que l'IT qui voulait avec N8N, et pour ne pas le démotiver, parce que voilà, c'était pour lui un projet qui était challengeant, on a opté pour ça. Mais après, pour chaque maillon du scénario, il fallait qu'on teste un petit peu, entre le Mistral. Donc, on a tous testé, et parfois, tu as un outil qui marche pour un maillon et qui marche pas pour l'autre. Donc vraiment, c'est du test and learn. On continue, et pour vous dire, en fait, voilà, la question pour moi, pour revenir à la première question, il n'est plus question de dire est-ce qu'on utilise ou pas l'IA. Moi, je pense que c'est comment on va l'utiliser. On ne va pas aller dans le sens contraire à du monde, mais bien évidemment, c'est fait pour que ça donne un temps de qualité aux journalistes, et que le journaliste, bien évidemment, il intervienne sur des aspects à plus forte valeur ajoutée. Donc, le contrôle, bien évidemment, ça c'est indiscutable. Dans chaque maillon, on a besoin de la validation et de contrôle de l'humain, et surtout, quelle âme on va donner à cette IA. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence entre les rédactions. Autre chose par rapport au coût, oui, les outils sont chers, c'est du 20 euros, 40, 50, 60, mais on réduit énormément les charges unitaires. C'est vrai qu'on est sur des charges fixes, mais on va sur des charges unitaires. Le coût de la vidéo est en train de baisser, le coût par le jour homme est en train de baisser, la vidéo, le podcast. Donc, à terme, je pense, comme a dit Mahmoud, je pense que ces outils automatiquement vont devenir un petit peu moins chers, et que économiquement, que je pense que ça sera assez faisable pour une rédaction, du moment que les prix des concepts, voilà, des produits qui étaient onéreux vont devenir beaucoup plus accessibles. Très bien, et oui, l'IA, donc un outil qui mérite d'être
observer sous un œil critique, évidemment, parce qu'il y a évidemment tous les sujets dont on a évoqué sur la question de la propriété intellectuelle, de l'impact environnemental, de tout un ensemble de choses, mais aussi un outil qui permet, sur certains points, d'optimiser un petit peu plus la production d'informations, arriver à fluidifier un peu les processus internes dans vos rédactions, à améliorer aussi un certain nombre de choses, même s'il y a encore, on le voit, un certain nombre de progrès à effectuer, notamment sur l'interaction avec la langue, avec la spécialisation dans le contexte culturel du pays. J'espère qu'en tout cas, ce panel qui a été mené tambour battant vous aura en tout cas appris tout un tas d'aspects sur le fonctionnement des rédactions. Et puis merci encore à vous pour avoir apporté votre expertise sur le sujet. Merci.